القصة هي قصة النفايات السياسية. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. La Russie a commencé à bombarder en Syrie. Ces frappes auraient touché des positions de l'État islamique à Hama Homs et l'attaquer. 29e report de la séance parlementaire et un prochain rendez-vous pris pour le 21 octobre avec 86 députés présents dans l'hémicycle sur 128. Le quorum n'a, comme à son habitude, pas été atteint. L'Iran promet de réagir durement si Riyad ne remplit pas son devoir. Téhéran urge l'Arabie Saoudite de rapatrier les corps de ses 130 pèlerins morts dans la bousculade de la Mecque. Et dans ce journal, on ira aussi en France. Paris ouvre une enquête pour crimes contre l'humanité contre le régime syrien. On débute ce journal par le énième report de la séance parlementaire. Séance consacrée, vous le savez, à l'élection d'un président de la République. Pour la 29e fois, seulement 86 députés sur les 128 se sont rendus à l'hémicycle aujourd'hui. Le quorum des 2/3 n'a pas été atteint, ce qui reporte au 21 octobre la prochaine session de la Chambre. Je vous rappelle que le pays est sans chef d'État depuis le 25 mai dernier, date de l'expiration du mandat de l'ancien président de la République, Michel Sleiman. Fermeture de plusieurs établissements pour des raisons sanitaires. Il s'agit de 36 dispensaires et 47 laboratoires qui ne répondaient pas aux normes requises. Le ministre de la Santé, Wael Abou-Faour, l'a annoncé ce mercredi. Il tentait de quitter clandestinement le Liban depuis le port de Tripoli. 40 Palestiniens ont été arrêtés par les services de renseignement des FSI. Ces individus sont originaires du camp de Ain el-Helwé. Ils voulaient se rendre en Allemagne. Le propriétaire du bateau à bord duquel ils tentaient de fuir a également été interpellé. L'aviation russe a commencé à bombarder en Syrie. C'est ce qu'assure un membre de l'administration américaine. Des raids auraient été menés dans les environs de Homs, de Latakia et de Hama. La Russie en aurait informé Washington une heure avant le début des opérations. Le secrétaire général américain John Kerry se serait plaint auprès de son homologue Sergei Lavrov de ces frappes. Cette information nous arrive quelques heures après que Vladimir Poutine a obtenu le feu vert du Sénat russe pour des frappes de soutien à l'armée syrienne. Damas a de son côté confirmé avoir demandé de l'aide à son allié russe. Ce soutien militaire au régime syrien divise fortement la communauté internationale. L'Arabie Saoudite menace quant à elle de chasser par la force Bachar el-Assad s'il ne quitte pas le pouvoir. Riyad rejette par ailleurs toute initiative diplomatique russe qui inclurait le président syrien dans la lutte contre le groupe État islamique. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le chef de la diplomatie saoudienne, Adel al-Jouber, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Et la France, quant à elle, a ouvert une enquête pour crimes contre l'humanité contre le régime syrien. Cette investigation, qui en est encore au stade préliminaire, revient sur les milliers de cas de torture commis entre 2011 et 2013. Noémie Roche. Bien sûr, c'est un nom de code, César, un transfuge du régime de Bachar el-Assad. Vêtu de bleu, on le voit ici, de dos, témoignant devant des parlementaires américains. Son visage est inconnu. Photographe militaire, César a fui la Syrie en 2013 en emportant avec lui un effroyable album photo. 55 000 clichés de corps torturés, souvent décharnés. Des clichés pris par lui-même ou qu'il a triés alors qu'il était assigné à l'hôpital militaire de Damas. J'entendais la voix des victimes qui criaient leur grande douleur. Personne n'était là pour témoigner, personne ne répondait. César vit aujourd'hui caché quelque part en Europe. Mais le photographe de l'horreur s'est confié à une journaliste française. Les premiers manifestants morts sont arrivés dans l'hôpital militaire. Et effectivement, au bout d'un moment, les corps étaient de plus en plus nombreux. Et surtout, il a découvert l'horreur, c'est-à-dire des gens qui avaient des marques de torture incroyables, des gens qui ne pesaient plus que 30 ou 40 kilos. Donc il a vraiment vu que les gens mouraient de faim ou de torture dans les prisons. Les photos de César avaient été présentées à l'ONU en avril 2014. Elles avaient choqué l'Assemblée. À l'époque déjà, la France avait envisagé des poursuites. Devant un tel assassinat, il faut demander des comptes. La France a proposé au Conseil de sécurité des Nations Unies de saisir la Cour pénale internationale.
Depuis, ces clichés ont été authentifiés. Plusieurs ONG ont enquêté sur l'identité des 11 000 corps, certains reconnus par leurs proches. C'est sur ces photos et ces témoignages que se base aujourd'hui la plainte de la France pour crimes contre l'humanité visant le régime syrien. Elle intervient au moment où la communauté internationale envisage de coopérer avec Bachar el-Assad dans sa guerre contre le groupe État islamique. Dans un instant, nous ferons le point au Yémen où la coalition arabe affirme avoir intercepté un bateau de pêche iranien chargé d'armes. En Afghanistan, des forces spéciales de l'OTAN ont été déployées à Kunduz, cette grande ville du nord prise mercredi par les talibans. Cécile Galuccio nous en dit plus. Un véhicule de la Croix-Rouge aux mains des talibans, tout comme la majorité de la ville de Kunduz. Les insurgés ont réquisitionné tout ce qui leur permet d'avancer dans leur offensive. Ils ont investi les points stratégiques de la ville. Face à eux, les forces afghanes qui peinent à maintenir leur position. Elles sont appuyées par l'armée américaine et par des forces spéciales de l'OTAN. C'est clairement un revers. Je ne suis pas sûr que cela reflète la réalité de la situation sur le terrain, mais cela met en évidence les défis permanents auxquels doivent répondre chaque jour les forces de sécurité afghanes. Depuis mardi soir, les talibans sont parvenus à s'approcher de l'aéroport. C'est d'ici que les troupes gouvernementales ont lancé leur contre-offensive. Pour l'instant, en vain. Cela fait 2 jours, lors d'un assaut éclair, que les talibans ont pris le contrôle de cette capitale régionale. Il y a vraiment très peu de personnes dans les rues maintenant. On ne peut pas sortir ou faire ce que l'on veut à cause des tirs des talibans. Du coup, personne n'ose prendre de risques. Vraiment, tout peut arriver dans les rues car les talibans sont partout dans Kunduz. La prise de Kunduz est un coup dur pour le président Ashraf Ghani, lui qui avait promis de ramener la paix dans le pays. Et s'il ne représente pas encore une menace réelle dans ce pays, le groupe État islamique doit être stoppé rapidement. C'est ce que pense Franz Michael Melbin, l'envoyé spécial de l'Union européenne en Afghanistan. Au journal allemand Die Welt, le diplomate danois appelle à ne pas commettre les mêmes erreurs qu'en Syrie. La Syrie où, selon lui, le danger de l'EI a été sous-estimé. L'Iran promet de réagir durement. Téhéran urge l'Arabie saoudite de remplir son devoir en rapatriant les corps des 130 Iraniens morts dans la bousculade de la Mecque. Une menace formulée par le guide suprême Ali Khamenei. L'ayatollah fustige le retard dans le rapatriement des corps des pèlerins iraniens. Un retard lié, selon Téhéran, à des difficultés dans l'identification des victimes et aux autorisations d'atterrissage des avions en Arabie saoudite. De son côté, le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué ce mercredi pour la 4e fois le chargé d'affaires saoudien à Téhéran. Selon un dernier bilan, 239 Iraniens sont morts à Mina et 241 étaient toujours portés disparus. L'Iran est le pays qui a payé le plus lourd tribut de la catastrophe, qui a fait au total 769 morts et 934 blessés. Et ce bras de fer entre l'Iran et l'Arabie saoudite se joue notamment au Yémen. La coalition arabe que pilote Riyad affirme avoir intercepté un bateau de pêche iranien chargé d'armes en mer d'Oman. Dans cette cargaison, plusieurs obus anti-blindés et anti-chars qui seraient destinés aux rebelles chiites yéménites Houthis. Le gouvernement yéménite et la coalition accusent régulièrement l'Iran de soutenir les insurgés dans le pays. Ces derniers se sont emparés de vastes pans du territoire depuis 1 an et contrôlent toujours la capitale Sanaa. Nous nous rendons en Grande-Bretagne, dans la ville de Brighton, où les partisans de Jeremy Corbyn savourent leur victoire. Lors du congrès annuel du Parti travailliste, le nouveau leader a prononcé hier son premier discours. Il promet une rupture avec l'austérité budgétaire de David Cameron. Des milliers de militants du parti l'acclament. Élu triomphalement à la tête du Parti travailliste il y a 2 semaines grâce à sa base, Jeremy Corbyn débute son premier discours devant une salle en apparence conquise. Pour moi, ce sera le mandat du changement. Et je veux expliquer comment. En premier lieu, il s'agit d'un changement dans la manière dont on fait de la politique au sein du Labour et au sein de ce pays. Une pratique de la politique plus inclusive qui aide les communautés et les travailleurs et qui ne sert pas seulement Westminster. À 66 ans, Jeremy Corbyn a réussi à accéder à la tête du Labour avec un programme radical.
Mais ces positions très à gauche ne suscitent guère l'enthousiasme des centristes du blairisme. Alors devant le congrès annuel des travaillistes, il tente de se poser en rassembleur. Il en profite également pour étrier la politique d'austérité menée par David Cameron et pour plaider pour une société plus juste. Il y a quelque chose de fondamental, c'est la solidarité. Et ne pas marcher de l'autre côté de la rue quand quelqu'un a des problèmes. Respecter le point de vue des autres personnes, et ces valeurs sont partagées en Grande-Bretagne. C'est pourquoi j'aime ce pays et son peuple. Un discours au cours duquel il a égrené son programme, renationalisation du rail et création d'une banque nationale d'investissement. Pour renforcer son alternative anti-austérité, le leader travailliste s'est d'ailleurs entouré de nouveaux conseillers, l'économiste français Thomas Piketty et le prix Nobel d'économie américain Joseph Stiglitz. Fin de cette édition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La Russie a commencé à bombarder en Syrie. Ces frappes auraient touché des positions djihadistes à Hama, Homs et Latakia. 29e report de la séance parlementaire et un prochain rendez-vous pris pour le 21 octobre. Avec 86 députés présents dans l'hémicycle sur 128, le quorum n'a, comme à son habitude, pas été atteint. L'Iran promet de réagir durement si Riyad ne remplit pas son devoir. Téhéran urge l'Arabie Saoudite de rapatrier les corps de ses 130 pèlerins morts dans la bousculade de la Mecque. Paris ouvre une enquête pour crimes contre l'humanité contre le régime syrien. Merci de votre attention, c'est la fin de ce journal. Retrouvons-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. القصة هي قصة